Le délire d'une matinée d'octobre. 4e et dernière partie. Nous allons donc retrouver Louis XVI et Marie-Antoinette, mais avant je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas écouté les premières, deuxième et troisième parties. Marie-Antoinette est dans sa cellule. Le jour de son exécution, elle attend qu'on vienne la chercher pour la mener à l'échafaud. Elle est épuisée, elle a la fièvre, car elle a de nombreuses hémorragies, une mystérieuse maladie, et donc elle attend. Et tout à coup, elle se retrouve aux côtés de Louis XVI. Le décor a complètement changé, ce n'est plus sa cellule, mais un salon coquet, et elle est aux États-Unis. Alors est-ce un délire ou la réalité ? Voilà de quoi parle la pièce. Et nous sommes à la fin de cette pièce, au moment où tout à coup le décor change de nouveau et où le salon coquet redevient la cellule de la reine, triste, sinistre, au moment où Marie-Antoinette s'aperçoit qu'elle va devoir marcher vers la mort. Je reprends donc Marie-Antoinette qui s'exprime. « Auguste, où êtes-vous » Se tournant vers la fenêtre qui a disparu, elle lance un appel déchirant. « Les enfants !» La lumière revient et nous fait découvrir une cellule de prison. Écrasée, Marie-Antoinette s'appuie à la muraille crasseuse et se laisse glisser. « Ah mon Dieu ! Ainsi, Louis, tu m'as trompé ? Non, non, c'est impossible. Ou bien est-ce la fièvre ? Le ciel n'est pas si cruel. La fièvre, oui, c'était la fièvre. J'ai perdu tant de sang cette nuit. Horreur. J'en vais perdre bien plus dans un instant. Ma robe, c'est ma triste robe blanche. Ils m'ont refusé la faveur de porter ma robe de deuil. Qu'importe. Au Moyen-Âge, les veuves de rois portaient le deuil, toutes de blanc vêtues. On entend au loin des cris de haine qui retentissent. Au loin, j'entends les tambours et la foule bruyante qui se rend au sinistre spectacle. Voir des vies tranchées d'un coup semble être le divertissement à la mode. Se délecter de la mort d'autrui, et puis rentrer chez soi, manger et bien boire, et puis dormir, c'est si plaisant. Oui, malheur à l'Autrichienne, ou l'autruche chienne à votre guise. Et allons donc, si cela peut vous satisfaire. Je me suis vautré avec qui bon vous semble, et même avec cet affreux Mirabeau. Si cela peut vous faire plaisir, si cela peut contenter votre immonde grossièreté, ou plutôt vous faire vomir de honte. Tout cela est risible. Et vous qui croyez cela, vous êtes bien bête. Je vous plains. Et pourquoi pas un jour de grand tumulte, j'ai fait dire à la foule qui n'avait pas de pain que le peuple devait se contenter de brioches. Je l'ai dit, si cela vous amuse. Non, non, je n'ai jamais dit cela, jamais. Malgré mes imperfections, malgré ma légèreté, je n'ai pas prononcé ces paroles insultantes. C'étaient mes tantes, ces jacasseuses, qu'il mange de la croûte de pâté. Voilà la phrase exacte. Mais là encore, je ne me rendais pas compte. J'aurais dû intervenir. J'étais follement inconsciente. J'étais reine de France. J'aimais ce pays fertile, le pays des riches pâtures et des arts. Hélas,
Hélas, je ne connaissais pas son cœur, la force de son petit peuple. Mais qui rétablira la vérité? Qui lavera mon honneur? J'ai péché, il est vrai, mais je n'ai jamais fauté comme on le prétend. Je ne suis pas une Mélusine. Je n'étais pas, en femme, un double de Néron. Le jour où le palais fut envahi, une enragée m'a insulté. On entend la voix d'une femme. Tu es une infâme, Antoinette. Nous te pendrons. Vous ai-je jamais fait aucun mal? Non, mais tu as fait le malheur de la nation. On vous trompe. J'ai épousé le roi de France. Je suis la mère du dauphin. Je suis française. Jamais je ne reverrai le pays de mon enfance. Je ne puis être heureuse ou malheureuse qu'en France. J'étais heureuse quand vous m'aimiez. Pardonnez-moi, je ne vous connaissais pas. Je vois que vous êtes bonne. Mais suis-je la seule à penser enfin cela? Je me souviens, durant le procès, quelqu'un a crié quelque chose de ce genre, et sans taire, l'enragé n'a pas aimé de telles réactions. Alors craignant que la foule à son tour ne réagisse comme cette femme, il l'a fait taire avec colère. Rosalie, où est cette bonne Rosalie? Elle sera partie pendant que je priais, chère et discrète jeune fille qui s'est tendrement occupée de moi. Je ne t'ai même pas dit adieu. La porte de la prison s'ouvre. Les voilà, tous empanachés, comme couronnés de plumes. Ils ont fait chuter nos diadèmes, mais ils semblent en porter eux-mêmes. Diadèmes d'opérette, diadèmes d'orgueil et de suffisance. Une voix. Veuve Capet, c'est l'heure. Nous venons te chercher. Lecture va être faite de l'arrêt du tribunal révolutionnaire. Cette lettre est bien inutile. Je ne connais que trop cette sentence. Il n'importe. Il faut qu'elle vous soit lue une seconde fois. Marie-Antoinette, veuve Capet, dite d'Autriche-Lorraine, le tribunal révolutionnaire a décidé. La voix se perd à travers des roulements de tambour. La scène est plongée dans une obscurité totale. Seule Marie-Antoinette est éclairée. Elle écoute avec résignation. On entend tout à coup la voix de Louis XVI. « Tu avais raison, ma reine. À tout à l'heure, Marie-Antoinette. » Marie-Antoinette se retourne, comme ayant entendu quelque chose. « Louis ? Non, rien. Ou plutôt, pas encore. » Elle a un vague sourire. « Je suis prête, messieurs. » Elle sort comme une automate, bruit d'une lourde porte qui se ferme. Louis réapparaît et semble voir ce qui se passe à travers les murs sinistres de la prison. « Courage, ma femme. Ce cachot vient de perdre sa plus digne locataire, à tout jamais. C'est une reine qui traverse les couloirs, et non pas une condamnée. Le premier guichet est franchi, puis le second, le troisième. De braves geôliers qui aimeraient être payés à faire autre chose que leur triste besogne sont tentés d'ôter devant vous leur bonnet phrygien, mais ils savent bien qu'ils vous suivraient de peu sur l'échafaud s'ils avaient le malheur de commettre pareille folie, car, en ces temps de terreur,
cette marque de respect est mortelle. Le lieutenant de gendarmerie de Bune, qui vous avait offert un verre d'eau durant le procès alors que personne d'autre n'osait le faire, puis qui vous donna le bras à la sortie du tribunal, paiera cher ces 2 folies. Voilà que tu viens de passer ce dernier guichet qui manqua de s'ouvrir pour toi une nuit. Tous les gardiens étaient achetés, mais au dernier moment, l'un d'eux s'est ravisé. Tu soupires à cette idée et tu regardes un instant les verrous qui sont restés inertes cette nuit-là. Enfin, tu sors dignement dans la cour de la conciergerie. Certains sont déçus de te voir encore si digne. Les enragés hurlent tels des loups. Peu de gens s'enthousiasment avec eux. On les regarde en frissonnant. D'autres restent silencieux, et je lis dans leurs yeux un remords plus ou moins prononcé. Oui, je vois du remords, du respect et parfois de la honte. De la honte, car certains ont entendu les sordides accusations qu'on a portées contre vous dans l'enceinte de ce tribunal expéditif. Si votre mort, ma reine, n'était pas au bout du chemin, ils auraient même pu en rire. Peu de gens ont été dupes. Beaucoup se disent en soupirant, si le salut de la République doit passer par ce sacrifice humain, soit, mais je sais bien qu'ils préféreraient que le mot République soit indissociable du mot Concorde. Ils regardent, résignés, ils savent que cet instant de leur vie, cet instant de votre mort n'est pas un instant comme les autres, qu'il restera gravé, qu'il sera comme une cicatrice. D'autres encore, quelques fidèles, vous envoient par la pensée de pathétique « Adieu, ma reine ». Il en est un en Angleterre qui songe à vous plus que les autres, un Suédois. Vous marchez, les mains liées dans le dos, vos poings meurtris par une corde trop serrée, et soudain vous voyez la charrette. Une charrette, oui, non une berline comme pour moi. Ils te font cet affront. Supporte-le comme une couronne d'épines, supporte-le. Il sera long ton chemin de croix. 2 heures, 2 longues heures avant la délivrance. On entend des tambours, les cris de la foule. Si possible, on voit en projection l'ombre de la charrette avec la reine ou bien l'ombre d'une roue qui crisse. La charrette avance. Tu ignores ce prêtre réfractaire qui prie pourtant avec ferveur à tes côtés pour ton salut. Il te parle, te conjure et appuie sur tes mains afin que les cordes qui les lient te fassent moins souffrir. Tes pauvres mains qui bleuissent. Brave abbé Girard, tu ne l'écoutes pas. Tu penses à moi qui t'ai si maladroitement aimé. Tu penses à Fersen qui vénérera ta mémoire. Tu penses à ton passé éblouissant que beaucoup, dans les siècles à venir, te reprocheront sans savoir qu'il cachait bien des chagrins. Tu penses à nos pauvres enfants, à ceux que la maladie a emportés, à la petite Sophie, à Louis-Xavier, ce premier dauphin foudroyé durant les États généraux. Nous n'avons même pas pu interrompre momentanément cette grande assemblée pour pleurer. Les députés m'ont refusé cette grâce, à moi, leur roi malheureux. J'aurais dû deviner dès ce jour qu'on ne m'épargnerait pas. Tu penses à ta fille qui survivra à la prison, mais qui restera marquée à vie. Elle, si fraîche et douce, deviendra sèche et aigrie. Elle qui sera reine un court instant avant l'exil. Tu penses à ton fils Louis-Charles qui succombera
À 10 ans, dans l'ombre d'un cachot puant, Louis XVII, petit roi sans couronne. Tu songes à ce que tu aurais dû faire ou ne pas faire pour être aimé, pour être moins détesté. Mais tu ne l'écoutes pas, cet homme de Dieu, assis près de toi sur cette charrette qui fend la foule. C'est ton dernier acte de fierté. Ne pas t'apitoyer au moment de mourir sur un homme qui a juré fidélité à la Révolution. En le voyant, tu songes aux prêtres massacrés en septembre, torturés. Hélas, si tu savais comme l'avenir est empli d'atrocités plus affreuses encore, la foule, des insultes, les monstres, tu fais mine de ne pas la voir. C'est long, comme un chemin de croix. Tu songes à tes péchés. Ah, si du moins tous pouvaient voir ton âme en cet instant suprême. On arrêterait la charrette et on t'en ferait descendre, libre. Certes, on ne crierait pas « redonnons-lui son trône », mais on dirait « l'exil est mérité ». Point la mort, on le dirait, c'est sûr. C'est long, c'est long. Quelques soupirs montent jusqu'à toi. Un baiser innocent envoyé de la main par un enfant. Tu l'as vu, une larme manque quitter ta paupière. Tu songes à notre fils. Hélas, il ne tardera pas à nous rejoindre. On entend une voix. La voilà, l'infâme Antoinette. Elle est foutue, mes amis. Crapule, immonde personnage. Oser insulter une femme qui va mourir l'instant d'après. Justice, si tu pouvais leur montrer que cette femme n'était pas mauvaise, que la fierté des empereurs dont elle descendait fut la seule cause de tous ces actes, qu'il lui fallut du temps pour voir que le monde changeait et qu'il lui fallait changer aussi. Moi-même, qui étais moins fier qu'elle, moins à cheval sur certains principes, moi-même Voilà la place de la Révolution. Tu ne veux pas la voir. Tu regardes les Tuileries, ce palais de nos derniers moments. Heureux. T'aurais-je rendue heureuse? Tu me demandais pardon tout à l'heure, mais j'avais bien des torts moi aussi. La charrette s'immobilise. Alors, vive comme une antilope, avec une grâce qui surprend l'assistance, le cœur avide d'en finir, tu montes les marches de l'échafaud, et la guillotine, la reine de cette place sinistre, a devant elle une vraie souveraine qui la défie sans dire un mot. Tu ne sais pas qu'une vieille dentelière et son fils, ainsi que quelques marchands, ont voulu te sauver durant ton trajet jusqu'à la guillotine. Mais que peut-on faire quand presque 100 000 soldats veillent? La dentelière paiera cette audace, cette fidélité de sa vie, guillotinée comme toi. Tes frères sont morts trop tôt pour te sauver, et ton neveu n'a rien fait pour toi. Pourtant, la Convention avait proposé de t'échanger contre des prisonniers. Ton neveu a refusé l'échange. Honte, honte à l'empereur François qui pouvait beaucoup et qui n'a rien fait, quand une brave dentelière aveugle qui pouvait bien peu a tenté de sauver sa reine. Tu ne veux pas t'adresser à la foule. Elle ne t'entendrait pas, je le sais, moi qui ai hurlé pour être audible. Tu ne veux plus penser à rien. Attente interminable.
votre cœur bat encore, cher cœur, que vous me semblez digne. Vos mains sont bleues tant la corde vous serre les poignets. On entend des planches de bois qui craquent. Maladroitement, vous marchez sur le pied du bourreau et perdez votre soulier. Monsieur, je vous en demande pardon. Dieu, avez-vous entendu? Pardon. Tous ces torts sont d'un coup pardonnés par le ciel. D'autres hommes, d'autres femmes qui vont venir, infiniment plus coupables, n'auront pas le droit au pardon, et ce sera justice. J'entends déjà certains imbéciles dire, dans l'avenir, qu'en ce moment tragique, vous avez perdu intentionnellement votre chaussure, par coquetterie. Antoinette, tu es déjà ailleurs, c'est pour cela que tu lui as marché sur le pied. Rassurez-vous, il n'a presque rien senti. Il a le cœur navré, ce pauvre Samson. Il songe que tu es la reine, il songe à la triste renommée des meurtriers de César, et toi, sans rien entendre ni voir, tu te souviens un instant du jour où, jeune marié, tu entrais dans Paris sous les acclamations d'un peuple en plein délire, plein d'un délire joyeux, aussi grandiose que le délire funeste qui le saisit aujourd'hui. Et puis déjà, sur la bascule, tu te souviens de ce songe que moi, Louis, je t'ai inspiré tout à l'heure. Une espérance mêlée de doute t'envahit. Ma reine, on ferme la lunette sur votre noble cou. Vous retenez votre souffle en même temps que ces milliers d'êtres qui vous contemplent sur votre dernier trône. Eux, ils vont rentrer chez eux. Vous fixez le panier, mais vous voyez mes traits et ceux qui vous sont chers. Et puis, on entend tomber le couperet. C'est fait. Le silence sur la place. Et soudain, on entend le cri du peuple qui crie « Vive la République !» Il montre votre tête à tous. Mon Dieu, vos paupières frémissent encore. Certains s'en émeuvent et pleurent, mais d'autres rient. Le peuple crie, frappé d'hystérie. Ah, si vos yeux pouvaient s'ouvrir, s'ils pouvaient fixer cette foule qui se réjouit de la mort d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Je ne veux plus les voir. Je ne veux plus les voir. Je veux te voir, te revoir, toi. Marie-Antoinette apparaît, en bleu lumineux, venant du fond de la Seine. Marie-Antoinette. Auguste. Eh oui, Auguste. Cette fois, pour jamais. Comment aurais-je pu te tromper, moi? Simplement, je ne pouvais pas tout te dire, juste t'apaiser un moment avant le grand passage. Voilà qui est fait. N'y pensons plus. Mais notre fils, notre fille, les laisser ici bas, pourquoi était-il présent dans ce songe tout à l'heure? Ce songe était une image fidèle de ton vœu le plus cher. Un jour, dans un lieu où je te mène, il deviendra réalité, et nos enfants seront alors auprès de nous. J'ai bien des choses à te conter. En route, ma reine. Pourvu que ce que je vois, pourvu que ce que j'entends à présent ne soit pas le dernier songe d'une reine dont la tête vient d'être montrée au peuple. Femme de peu de foi,
en route. Il lui fait un baise-main. Tous deux se regardent, tous deux regardent en direction du public. Bruit de guerre, bruit de bottes, divers bruits significatifs indiquant que le temps passe et qu'ils le voient défiler devant eux. Puis, ils sortent. On entend la voix de la reine qui semble s'éloigner jusqu'à disparaître. On vous trompe. Certains esprits aveugles ne cessent de vous tromper. Je finis par leur pardonner. J'ai épousé le roi de France. Je suis la mère du dauphin. J'étais devenue naturellement et profondément française, alors même qu'il me fallait oublier mon enfance, mon pays. Je ne pouvais être heureuse ou malheureuse qu'en France. J'étais heureuse quand vous m'aimiez. J'étais heureuse quand vous m'aimiez. En France. En France.